Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau deux comédiens qui s'apprêtent à nous montrer que la fiction se confond parfois avec la réalité. Bonjour Christian Roth. Bonjour. Bonjour Juliane Roth. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Les Pénacs, c'est le titre de la série que France 3 diffuse ce mardi 13 février en première partie de soirée. Alors vous y interprétez les deux rôles principaux, un flic à la retraite qui va reprendre du service à un moment donné aux côtés de sa fille enquêtrice. Et il se trouve que ce lien de parenté père-fille qui vous lie dans la fiction, c'est aussi celui qui vous unit dans la vie. Simplement, les téléspectateurs vont s'en rendre compte dès les toutes premières secondes de la fiction. Le vôtre de nom de famille s'orthographie Roth, R-A-U-T-H, et le vôtre, Juliane, c'est R-O-T-H. Alors, vous êtes père et fille dans la vie, mais pas le même patronyme. Pour quelle raison? C'est de ma faute. Ah, c'est de votre faute. Ah Ouais. ben voilà, vous plaidez coupable, ça y est, ça commence. Juliane porte mon nom, R-O-T-H, et moi j'ai changé mon nom parce qu'à l'époque, je faisais du théâtre, Ouais. et mon associé trouvait que son nom avec le mien, ça faisait Roth. Ah. Les gens prononçaient Roth. Et donc, comme elle est dans la cour de récréation, Roth, carotte, donc ça lui plaisait pas. Donc j'ai mis AU pour que les gens prononcent Roth. Voilà. Et maintenant, c'est passé parce que les gens souvent l'appellent Juliane Roth et pas Juliane Roth. Ah, vous auriez pu mettre un accent circonflexe. Oui, On aurait dit Roth aussi. Oui. Mon autre fille l'a fait. Ah, oui, elle d'accord. chante et elle l'a fait. Ouais. Ah, elle a mis un accent circonflexe. Ouais. Et vous avez jamais voulu prendre le nom Non, mais j'adore R-A-U-T-H? ce nom, je suis hyper chic. Moi, je regrette même de l'avoir fait. Il y a un super romancier, Ouais, même deux romanciers qui ont ce nom-là. Non, j'aime beaucoup, c'est anglo-saxon et je m'en moque qu'on se moque de moi. C'est vrai. Ouais. Ça sent la petite souffrance dans la cour de récréation de Ah bah on votre a côté, tous eu, quand même, hein, on va pas s'amuser à ça, mais on a tous Parce que eu. les enfants sont cruels. Hein. Et quelque part, ça vous a aussi peut-être permis de vous différencier de votre père qui avait une orthographe différente, non? Oui, en fait, je me suis rendu compte. Le premier film que j'ai fait, c'était Le Péril jeune de Cédric Clapiche. Ouais. Et ça a été orthographié parce que j'avais pas d'agent, j'étais toute débutante. C'était l'agent de mon père qui avait fait le contrat. Donc, ils avaient orthographié R-A-U-T-H. Et quand j'ai vu R-A-U-T-H sur l'affiche, j'ai vu, mais c'est pas du tout moi. Et puis, j'ai envie de mon espace. Et donc, j'ai changé juste après. J'ai dit, ah non, je garde mon vrai nom. Et non, oui, c'est un bon moyen d'avoir son espace, même si j'aime beaucoup mon papa. Exactement. Et puis ça se voit dans la fiction dont on va parler dans quelques instants. Les Pénacs, ce sera diffusé sur France 3. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Mathilde Saïfer. Allez, c'est parti Mathilde, on commence les infos médias avec la polémique autour d'Annie Dupéret. Oui, alors la comédienne s'est exprimée ce week-end sur RTL au sujet des plaintes déposées par Judith Godrèche contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Annie Dupéret a affirmé, je cite, ne pas apprécier les chasses aux sorcières tardives, alors qu'elle savait que ses propos étaient clivants. Elle a poursuivi en déclarant que cela était, je cite une nouvelle fois, extrêmement exagéré. L'indignation n'a pas manqué sur les réseaux sociaux. Alexandra Lamy a immédiatement réagi et a déclaré qu'il ne s'agissait pas de sorcières, mais de violeurs et de criminels. Annie Dupéret s'est justifiée dans un communiqué de presse par la suite en expliquant vouloir tempérer en réalité l'emballement médiatique. Alors depuis le début de MeToo, de nombreuses actrices et même des acteurs, on a eu le cas sur ce plateau, n'hésitent plus à prendre la parole. Est-ce que très concrètement, vous avez le sentiment que ça a changé depuis le début de ce mouvement, que la situation a évolué dans le bon sens, dans le monde de la fiction et du cinéma? Juliane, Comme par allez, hasard. à vous la patate chaude. Non, Moi, je peux répondre aussi. Hein. Oui, c'est pas sûr qu'on ait exactement le même point de vue, donc c'est pas... Si, mais on a le même point de vue, mais on a une espèce de décalage horaire. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où on a vécu certaines choses qu'on acceptait et qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Donc, du coup, c'est vrai que le jugement est moins violent. Moi, il y a des moments où j'essaye de tempérer un peu l'énervement, etc. Mais je trouve ça très bien, évidemment. Et Judith Godrèche, elle a eu raison 1000 fois de faire ce qu'elle a fait. Quand vous dites que vous avez été témoin de choses qui ne seraient plus forcément acceptées aujourd'hui, vous parlez de quoi? Sur le tournage de Navarro, mon personnage disait des choses épouvantables. Ah oui, même dans l'écriture des scénarios. Ouais. Le générique du premier Navarro, il y avait une séquence où j'étais au lit avec une prostituée, mon beeper sonnait, elle faisait oh comme ça, je me retournais, je mettais mon poing dans la gueule. Ah ouais. Ben, on aurait pu faire ça. Ah oui, c'est dingue. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde ça avec des lunettes de C'était au 2024, c'est générique, terrible. Ah oui, c'était au Et générique. ça faisait rire les gens. Ouais. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est terrible. Et vous, Juliane, est-ce que vous avez été, Moi, je suis vous avez tellement- connu cette époque-là ou... Oui, forcément. Oui, je suis pas non plus. Je suis pas le petit perdreau de l'année, mais non, mais je suis très très heureuse que Judith Godrèche ait trouvé la force de s'exprimer, que des gens se rallient à elle. Je trouve ça hyper sain. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Donc vraiment admiration. Et voilà, je crois que je comprends. J'espère comprendre que Annie Dupéret a voulu dire qu'elle
elle trouve dommage que la présomption d'innocence existe peu dans l'espace médiatique. Oui. C'est de ça dont il s'agit, je suppose, mais moi je préfère dire que effectivement, je n'aime pas beaucoup qu'on n'écoute pas les femmes qui ont des choses à dire. Ouais, absolument. Vraiment. Allez, on poursuit ces infos médias avec Jean-Luc Reichmann, qui n'a pas encore re-signé son contrat avec TF1. Oui, alors l'animateur vedette des 12 coups de midi est toujours en négociation avec la chaîne. Et si leur relation reste très bonne, Jean-Luc Reichmann a expliqué sur RTL ce week-end également qu'un point de discussion restait en suspens. TF1, en fait, aimerait qu'il tourne plus d'émissions par jour. Seulement, Jean-Luc Reichmann ne veut pas travailler à la chaîne. Donc, on écoute un extrait. Il y a des gens qui font des milliers de kilomètres, qui viennent de Madagascar, de la Guadeloupe, qui viennent de l'autre bout de la planète, qui viennent de Toulouse, de Strasbourg, de Nice ou d'ailleurs, et d'un seul coup, ils arrivent, ils sont heureux de passer un moment avec vous, ça se passe super bien. Ah non, bon, candidat suivant, je suis désolé, vous passez au rouge, qui dit rouge, dit duel, salut, au revoir. Vous voulez pas que ce soit à la chaîne. Mais voilà. Exact. On rigolait parce que c'est vrai que l'écharpe de Jean-Luc Reichmann est particulièrement multicolore. Hein. Oui. Elle se voit, voilà. Ça c'est sûr. Exactement. Mais du coup, contrairement à certains de ses confrères qui peuvent tourner jusqu'à 20 émissions par jour, Jean-Luc Reichmann n'en fait que 5. Il ne veut pas augmenter, et ce, malgré la rentabilité qui est mise en cause du côté de TF1. En parlant du nombre d'épisodes, combien d'épisodes avez-vous tourné pour les Pénac, qu'on verra donc ce mardi ? 6 épisodes. Oui, 6 fois 52 minutes. Est-ce qu'il est prévu que vous en retourniez d'autres après? Ça dépendra de l'audience. Ça va dépendre de l'audience. Puis nous, on n'a pas. Voilà, c'est vrai, on est acteurs. Hein, on décide de rien, ce qui est pour le coup vraiment de rien. Ah oui, et ça, c'est dommage pour vous. J'imagine que c'est une incertitude aussi sur l'avenir. Oui, mais c'est notre métier aussi. Ouais. Hein, sinon, on fera autre chose. Hein. On passe notre vie à ne pas savoir ce qu'on va faire. Juliane, est-ce que vous pourriez rester, comme votre papa l'a fait d'ailleurs auparavant, de nombreuses années dans une série et garder ce personnage récurrent? J'aime énormément ce personnage, donc oui, si elle devait continuer à exister, je serais hyper contente. Non, et en plus, en général, les auteurs font évoluer les personnages avec le temps. Les séries qui durent, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'est réussi, que les gens sont contents de retrouver les personnages. Donc ce serait une chance. Mais c'est vrai qu'on ne décide pas, on ne sait pas. Vous, c'est votre truc, ça, Christian, de faire des séries qui s'étendent sur de longues années. On a vu Navarro, Père et Mère. Navarro, c'est 1989, 2000. 2005 pour vous, je crois. 2003, et ça s'est arrêté en 2007, Navarro de mémoire. 2003, alors. Mais on n'était pas beaucoup là l'année dernière. Ouais. On a commencé les monos en 2000. En 2000. Ouais. Ensuite, on a commencé Père et Mère en 2003, 2002. 2002, je dirais. 2002. Voilà, on a. Vous avez l'habitude, des séries à succès qui s'étendent sur plusieurs années. Moi, j'ai 5 enfants, il fallait les nourrir. Hein, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que pour un comédien, c'est une stabilité quelque part d'être présent dans une série. Ça m'a permis de gagner ma vie, d'écrire, parce que j'ai une passion pour l'écriture. Quand on a un petit peu de sérénité financière, on peut se dire qu'on va en prendre un mois pour écrire, 2 mois, voilà, etc. Vous n'avez jamais manqué de rien, alors vous êtes toujours parti en vacances. Alors. Donc il a commencé à tourner, il a donné la date et j'étais déjà une jeune adulte. Donc avant il faisait du théâtre et c'était pas la même histoire. Ah, c'était différent. C'était pas la même limonade. Jusqu'à 39 ans que du théâtre. Oui. J'ai adoré mon enfance, mais elle n'était pas très dorée. On gagnait 3 francs 6. Ah oui, c'était plus compliqué effectivement. C'est plus précaire comme métier comédien. Précaire, mais surtout compliqué financièrement, parce que moi j'avais une troupe de théâtre en plus, donc il fallait que je vende mes spectacles, etc. Donc c'est. Mais ça a marché. Bon, ça va. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, 4,1. Oui, alors c'est en millions le nombre de téléspectateurs à s'être réunis samedi soir sur TF1 pour le retour de The Voice. Nicolas Aliagas ne prend pas de vacances. Il enchaîne avec la finale de la Star Academy directement la nouvelle saison de The Voice, donc la saison 13. Et donc pour ces auditions à l'aveugle, le casting des coachs reste quasiment inchangé. Zazie, Vianney et Big Flo et Oli restent d'une année sur l'autre. Seule Amel Bent cède sa place à Mika. Alors l'une des sœurs Roth, Héloïse je crois, exerce aussi la profession de chanteuse. En fait on se dit qu'il y a un gène artistique dans votre famille quand même, quand on voit que vous êtes comédienne, comédien, chanteuse. Ouais. Enfin c'est une ambiance artistique déjà au départ. Oui c'est ça, ils ont leur maman jouait de la guitare, je joue de la guitare même. Et puis, mais pas tous, hein. Moi j'ai un fils qui est geek, il fait de l'informatique, voilà, c'est un falade. Ah oui là on est vraiment très binaire là. On est dans les chiffres, dans les mathématiques. Il fait de la programmation.
Ah oui, d'accord. Mais d'une façon indépendante. Voilà. Et ma plus jeune sœur, elle est architecte. Donc elle est... Ah, il y a un côté artistique quand même dans l'architecture. Hein. Elle est plus straight que nous. Hein. Elle est bien carrée. Bon, en tout cas, il y a une série où vous êtes quelque part assez carré aussi. Vous avez 2 personnages. En tout cas, le vôtre est peut-être un peu plus fantasque. C'est dans les Pénacs. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors ce sera ce mardi 13 février en première partie de soirée sur France 3. Christian, vous interprétez le rôle d'Hannibal, un flic à la retraite, et Juliane, donc vous jouez sa fille Annabelle, hein, c'est ça, Hannibal, Annabelle. En plus, il y a une véritable ressemblance dans les prénoms. Vous, c'est une enquêtrice qui va devoir se pencher sur le meurtre d'un jeune homme. Alors pour quelle raison déjà ce père et cette fille vont-ils à un moment donné travailler ensemble? Parce que vous êtes à la retraite, vous êtes en activité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez devoir collaborer ensemble? Je pense que la jeunesse de notre collaboration vient du regret de son père d'avoir abandonné sa fille, oui. Et qui va essayer, l'occasion se présentant, de raccommoder les choses. Et là, en l'occurrence, la première enquête, c'est un garçon qu'il connaissait. Lui, il est à la retraite, mais il apprend la mort de ce garçon qu'il aimait beaucoup. Et il faut absolument trouver le coupable, mais il n'est plus flic. Donc il appelle sa fille en disant « Viens m'aider ». Voilà. Et elle est surprise parce qu'elle pensait qu'il était retourné dans sa campagne, dans les Cévennes. Donc elle n'est pas très contente de voir son père, vraiment. Mais sauf qu'il y a des problèmes dans le commissariat, il manque de flics. Et lui, il dit, moi je suis flic de réserve, si vous voulez, je peux. Et donc il est désigné comme flic de réserve pour travailler avec sa fille. Et alors elle va encore me le coller. Oui, alors justement, la collaboration entre vos 2 personnages est assez houleuse. Pour quelles raisons s'entendent-ils comme ça, comme chien et chat? Parce que c'est plus drôle. Ah oui, ça c'est vrai. Donc la première réponse, elle est là. Sans conflit, il n'y a pas de comédie. Et puis ensuite, lui, le père, il est parti de chez lui, elle avait 6 ans ou 7 ans. Elle a beaucoup souffert de cette absence. Et le climat familial aussi a fait qu'elle a été élevée dans l'idée que son père était vraiment quand même un beau salopard. Hein. Ouais, enfin, pas loin. En tout cas, c'est l'image qu'on en a quand on regarde la fiction. Très démissionnaire. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc il essaye de rattraper les choses. Mais elle a vraiment, quand elle découvre que son père est à Montpellier et qui s'implique dans les histoires, elle est vraiment furieuse, quoi. Parce qu'elle a une idée de son père qui est épouvantable, quoi. Mais rassurez-nous, dans la vraie vie, dans la réalité, vous n'avez pas une relation aussi tumultueuse que ça, quand même. Bah non, on habite même les uns à côté des autres. Alors, c'est pas vrai. Non, pas dans le même immeuble quand même. Ouais, on est vraiment voisins. On est voisins, ouais. Ah ouais, vous êtes très proches. On sent que vous êtes assez fusionnels. On est famille, ouais. On est très famille. Ouais. À part mon fils qui est parti en Alsace, mais bon. Vous lui en voulez d'ailleurs, vous nous l'avez dit tout à l'heure en loge. Hein. On veut pas mettre le zizanie dans la famille, attention. Hein, mais... Enfin bon, il est parti parce qu'il s'appelle Roth, R-O-T-H, et qu'il y a beaucoup de Roth en Alsace. Ah, c'est vrai. Voilà. Ah, oui. Il a une passion pour l'Alsace. Ouais. Alors, vous, c'est vrai que la femme que vous campez, elle est assez tourmentée quand même. Vous, votre personnage est assez fantasque, on va en parler dans quelques instants, mais vous avez une femme qui quand même, on sent qu'il y a un espèce de traumatisme qui est sous-jacent. Oui, et puis je ne sais pas si c'est... en tout cas, moi, c'était une des choses qui m'intéressait beaucoup dans le personnage. Elle est dyslexique et elle le dissimule. Et je pense que ça demande aussi beaucoup d'efforts. À la fois, ça la rend très forte à certains égards, et à la fois, elle a des handicaps, vraiment, et elle doit les cacher aux uns et aux autres, même à son père, d'ailleurs, elle le cache. Il l'apprend de façon un peu détournée, mais ça la rend tourmentée, je suis d'accord avec vous, mais en même temps aussi ingénieuse, et elle n'a pas les mêmes méthodes que lui. C'est aussi lié justement à cette dyslexie. Elle a développé des contournements, des systèmes d'analyse des situations qui sont différentes des siennes. Et donc ça la rend plus obtuse. Oui, c'est ça, comme ça. Exactement. Et alors, un premier épisode pilote a été diffusé en janvier 2022. Il avait rassemblé plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Comment vous aviez réagi face à ce chiffre ?
On était très malheureux. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens à regarder la télé comme ça Non, c'était super. Évidemment. On était heureux. Vous savez, c'est un miracle de faire un film, pour tout le monde, hein, pour le producteur, pour les acteurs, pour tout le monde. Et donc, quand ce film se fait, et qu'ensuite les gens le regardent, c'est une vraie récompense, quoi. C'est vraiment, c'est super, quoi. Ouais. Mais pourquoi on a été obligé d'attendre 2 ans avant que vous reveniez sur France 3, quoi? C'est scandaleux. Je vais vous donner le 06 de la patronne de France Télévisions. Et vous allez lui poser la question. C'est Delphine Ernotte, c'est ça? C'est elle qui a freiné un petit peu avant Non, personne n'a freiné, mais c'est long, c'est long. Le processus d'écriture est très long aussi. Le moment où d'un seul coup on s'accorde pour dire on y va, c'est très compliqué d'écrire en 5 minutes. Donc je pense qu'il y a aussi ce temps-là. Il y a le temps d'écriture, il y a le temps aussi de... évidemment, les hésitations des uns et des autres sur est-ce que ça va continuer, pas, etc. Bon, est-ce que c'est bien, voilà. Donc, Et alors justement, comment vous êtes arrivés tous les deux dans cette fiction à jouer ensemble? C'est à cause d'elle. Ah, c'est vrai? C'est vous qui avez embarqué votre père? Moi, j'ai suivi c'est exactement la vie normale d'une comédienne, c'est-à-dire j'ai fait des essais, j'étais en bon français, j'étais en callback, puis après j'étais en shortlist. Et au moment où j'étais en shortlist, j'ai dit mais à qui pensez-vous pour le rôle du père, du flic à la retraite? Moi, à part Jack Nicholson, je vois pas trop. Et la directrice de casting, Johanna Delon, d'ailleurs je salue, Johanna Delon m'a dit mais ton père, est-ce qu'il joue encore? Je dis mais oui, bien sûr. Il écrit plus de romans qu'il ne joue pour le moment, mais elle me dit est-ce que tu ne voudrais pas lui faire lire ce qu'il a fait? Et il m'a dit ah bah oui, c'est vrai que le duo est génial. Il a bien voulu faire des essais avec moi. On s'est follement amusés. En fait, je n'avais pas été contacté non plus parce qu'elle savait que je ne faisais pas d'essais. Donc Juliane m'a dit mais tu ferais pas des essais pour moi? J'ai dit si tu es dans la shortlist, oui, il n'y a pas de souci, quoi. Donc on s'est vraiment amusé à faire des essais. Et puis il n'y avait pas de pression parce que moi, j'en avais pas fait depuis 40 ans. Donc du coup, c'était juste pour faire plaisir à ma fille, quoi. Voilà. L'espoir de le faire, j'y croyais pas trop, quoi. Je me suis dit, c'est juste pour l'aider, quoi. Et puis le plaisir de jouer ensemble. Et puis là, on s'est bien amusé. Au moment des essais, ça nous a permis de vérifier. On s'est dit, oh, ok, c'est chouette. On arrive vraiment à se comprendre. On a à peu près la même grammaire. On était contents de ça. On était contents de ça. On s'est dit, bon, bah, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas pris, on aura passé un peu de temps à travailler ensemble et voir qu'on parle le même langage. Et c'était chouette. Mais une fois que ça s'est concrétisé, que vous avez eu l'accord de la production, est-ce que vous avez à un moment donné hésité à collaborer dans cette fiction en vous disant bon bah là je vais vraiment travailler avec ma fille, quelque part vie privée, vie professionnelle, ça fait pas forcément bon ménage? Est-ce que vous avez eu cette hésitation? Pas une seconde. À aucun moment. Pas une seconde. C'est même le contraire, c'est-à-dire que pour moi c'est un cadeau de la vie, quoi. Oui. Mais après on peut bien s'entendre avec sa fille dans le privé et puis se déchirer dans la sphère professionnelle. On n'aurait pas fait les essais déjà. Je leur ai dit non, ça m'intéresse pas, etc. Moi j'adore ma fille et puis j'adore son parcours parcours d'actrice, voilà. Donc j'étais très fier de tourner avec une bonne actrice, quoi. Voilà. Alors, est-ce que les autres frères et sœurs, Thomas, Justine et Héloïse, ne se sentent pas trop mis à l'écart, ça va? On les associe pas mal. On essaie de partager le plus possible avec eux. Je crois qu'ils sont contents. Après, ils sont pas comédiens, ils peuvent pas débarquer sur le plateau avec nous. Mais je pense qu'ils sont contents. Faudrait leur demander, en fait. Mais on les associe vraiment. On est vraiment. On est conscient que c'est une chance de vivre au quotidien. Alors, le tournage, c'est 6 épisodes, c'est 4 mois de notre vie au quotidien. Bon, normalement, on ne vit plus avec son papa. On n'est pas tous les jours avec son papa, normalement. Voilà. Là, c'était 12 heures par jour. Plus les week-ends, parce qu'il fallait retravailler, faire des séances de travail sur les scénarios. Ah oui, en plus. Il faut se supporter, effectivement, quand on passe autant de temps ensemble. Et Juliane, vous avez toujours voulu faire le métier de votre père? Non, au tout début, quand j'étais vraiment encore au collège, moi, je voulais être technicienne dans le cinéma. J'étais très cinéphile et je voulais être, je sais pas, chef opérateur, script. C'était un peu... Je voulais faire une école de cinéma, mais comme technicienne, être derrière. Et puis, il y a eu un énorme virage avec une rencontre d'un homme de théâtre qui s'appelait Pierre Debauche. Je me suis dit, mais ce serait quand même bien que je teste un peu ce que c'est, que d'être sur un plateau, d'être dirigée. Si jamais je dois même filmer des gens, ce serait mieux quand même que je me rende un tout petit peu compte. Et j'ai fait un cours amateur, donc le cours de Pierre Debauche.
Et là, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, ah ok. Et c'était vraiment, et je pense que c'était, bon là, c'est un peu Allô Dr Freud, mais effectivement, ça me reliait à mes souvenirs d'enfance. Mon père, quand j'étais petite, faisait du théâtre essentiellement, et c'est là que j'ai découvert, Shakespeare, entre autres. Et je me suis dit, ok, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre. Pierre Debauche est un immense homme de théâtre. Ouais. Tous les gens qui font ce métier vous diront que Pierre Debauche, c'est comme Patrice Chéreau. Ouais. Voilà. C'est vraiment un grand metteur en scène. Et alors, Christian, quand Julienne vous a indiqué qu'elle souhaitait en faire son métier, comment vous avez réagi de votre côté ? Je lui ai dit que, parce que, en fait, je lui ai dit, il faut absolument que tu fasses le conservatoire. Moi, je n'ai pas fait des écoles, des choses comme ça, parce qu'au moins, tu auras une famille. Ouais. Tu pourras toujours, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, si tu as un souci, etc., tu auras des amis, tu auras des gens avec qui tu as travaillé, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, j'ai vogué de nécessité de travail en nécessité de travail. Et donc, c'est ça que j'ai voulu qu'elle comprenne, c'est que cette idée de troupe, cette idée de famille était importante dans le métier. Vendredi, nous recevions à votre place le docteur Jimmy Mohamed, animateur du magazine de la santé et chroniqueur sur RTL. Il sortait un livre intitulé « Zéro contrainte pour rester jeune ». Il souhaitait vous poser une question. Je vous propose de la découvrir. Quand on doit manger quelque chose sur une scène de film et qu'on n'a pas faim, comment on fait? Parce que je les vois souvent manger, et des fois terminer des trucs, je me dis, mais peut-être qu'ils sont stressés, ils n'ont pas envie de manger. Donc, est-ce que vous vous forcez? Est-ce que vous avez une technique? Parce que moi, j'ai toujours été intrigué. 12 prises, vous devez manger un burger, à un moment donné, vous n'avez pas un estomac. La première chose, c'est qu'on fait semblant, voilà, on ne mange pas. Et quand on est obligé, c'est une catastrophe. Alors, moi, dans le pilote, à un moment, on a une séquence où je mange des œufs durs dans la voiture. Et comme on était dans la voiture avec des trucs radio et qu'on ne pouvait pas, on était obligé d'enchaîner les prises. On ne s'arrêtait pas parce que la voiture roulait. J'ai mangé 12 ou 14 œufs durs en 1 heure. Oh là 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 là. Ah non, mais attendez, après, vous avez envie de vomir. Épouvantable. Non, en général, on essaie de ne pas manger parce que manger et jouer en même temps, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Ah oui, donc ça, c'est la technique. On essaye de ne pas manger. Voilà, on fait ça pour la boisson. On porte à la bouche et puis, tu me disais Bien, ben voilà, Jimmy, vous avez votre réponse. En tout cas, nous, demain, on va recevoir un nouvel invité. Ça va être à votre tour de lui poser une question. C'est dans notre dernière rubrique au suivant. Alors ce mardi, nous accueillerons sur ce plateau l'animateur des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann. Il va reprendre son rôle dans Léo Mattei, Brigade des mineurs sur TF1. Déjà, première question qu'on voulait vous poser, qu'est-ce que vous pensez de ces animateurs qui viennent vous piquer votre métier là? Parce que entre Jean-Luc Reichmann, Sandrine Quétier, Stéphane Bern qui se lancent dans la fiction, franchement ça fait beaucoup. On va faire une petite différence. Jean-Luc, c'est un comédien. Ah oui, c'est un comédien, vous avez raison. Complètement, il fait le coup Florent. Stéphane Bern, c'est un gentil garçon. Ah mais non, moi je l'adore. J'ai travaillé avec lui. Je l'adore. Non, il me fait rire. Quand il a son revolver, il me fait rire. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai que ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Comment s'appelait cet acteur j'ai un trou énorme, Les Diaboliques. Là, je vais pas pouvoir vous aider. Ah, désolé. Bon, voilà. Bon, on recherchera sur Internet. Qui faisait un personnage comme ça avec son revolver. Et non, mais à partir du moment où ça leur plaît et puis que les gens regardent, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, je n'ai pas de commentaires à faire. Enfin, moi, je ne vais pas faire des émissions historiques. C'est vrai, oui, voilà. C'est ça, oui. En fait, chacun son rôle, quoi, en gros. Voilà. Alors, vous, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, pendant 15 ans, vous avez interprété l'un des rôles principaux dans Navarro. Sur TF1, vous avez également été l'un des personnages principaux dans Père et Mère. Vous avez préféré quelle aventure entre Navarro et Père et Mère? Toutes les aventures. Cela dit, je vais vous dire, mon vrai bonheur, ça a été une série qui a duré très peu. On a fait 8 épisodes, je crois, ou 16, je ne sais plus. Qui s'appelait Les Monos, qui était sur les éducateurs de rue avec Daniel Rialet. Et c'est la série dont je suis le plus fier, parce qu'elle avait à la fois ce ton de comédie et en même temps, elle avait non pas un message, parce que Brassens disait pour les messages, il faut voir la poste. Il y avait une espèce de réflexion sur la vie des gamins qui sont en difficulté, qui était formidable. Très rapidement, hormis les Pénacs, dans les prochains mois, on va vous voir dans d'autres fictions à la télévision ou voire même au cinéma? Moi, j'ai pas de projet pour l'instant. Et vous, Juliane? Moi, j'ai un projet de réalisation.
Ah, réalisation. Je reviens à mes premières amours. C'est vrai, à la télévision, au cinéma. Très bien. Pour un film qui sera une comédie. Dramédie. Dramédie. Ouais. Vous avez déjà les comédiens que vous allez faire tourner? Non, je vais rien vous dire. Vous savez que nous, on aime bien les exclusivités. Mais oui, je reviendrai. Bon, très bien. En tout cas, comme vous le savez, demain, nous recevrons donc Jean-Luc Reichmann, animateur des 12 coups de midi et comédien dans Léo Mattei, Brigade des mineurs. Vous avez une question à lui poser, je crois, Christian. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On me l'a soufflé dans l'oreillette. La caméra se trouve juste en face de vous, socle en bois, vous pouvez lui poser votre question. Alors j'ai failli poser la question de savoir où il avait acheté son écharpe, mais j'ai une autre question à lui poser. Je voulais demander qu'est-ce que ça fait de regarder le monde à sa hauteur. Parce que je l'ai croisé une fois dans un couloir, il est tellement grand, je me dis, ça doit être impressionnant de voir tous les gens, on les regarder comme ça. Donc je voulais savoir quelle est la sensation qu'il avait de regarder les gens de haut. Eh bien, on lui posera cette question. Merci beaucoup, Christian Roth. Merci beaucoup, Juliane Roth, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous interprétez donc les deux rôles principaux dans Les Pénacs. Ce sera ce mardi 13 février en prime time sur France 3. Merci beaucoup, Mathilde. Et le Buzz TV revient donc demain avec Jean-Luc Reichmann pour la nouvelle saison de Léo Mattei, Brigade des mineurs sur TF1. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite pour un nouveau numéro du Buzz TV.